et son micro. Chef Picard, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous restez avec nous et puis on a le temps, on pourra passer à d'autres questions. Mais merci du fond du cœur, Chef Picard. Alors maintenant, on voulait évidemment, on parle de COVID, on parle de santé publique, on parle de santé physique. Qui de mieux que Dr Stanley Vollant pour nous en parler? Stanley est un chirurgien Innu qui pratique la médecine à Montréal, mais qui a été un acteur central dans la gestion de la crise pour la nation Innu. Je lui ai demandé gentiment de venir nous en parler. Il a accepté. Stanley, il est aussi président de Pwamon-Mishkenu, l'organisme qu'il a fondé après avoir fait ses milliers de kilomètres de marche dans les communautés autochtones à travers le Québec et en Ontario également. Donc, et c'est un très bon ami. Donc, Stanley Vollant, à toi le bâton de la parole. Tsanishkamatan, Kwai Nuidewagan, Eric. Kwai Kasnovichek, Nedishkahagat, Inotihak, Namastameladen, Mamo, Inote Wawidan, Inuidon, Inuimun, Tazi, Nanigandano, Tazi, Towalo, Outabun, Inno, Odene, Obstarios, Sitmade au Canada. Donc, bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous en cette belle journée de la Journée nationale des Autochtones. On m'a demandé de parler de santé, de COVID, mais il y a quelque chose qui m'interpelle suite à très beau discours de mon petit cousin Ghislain, le grand chef, par rapport au racisme systémique. Comme le premier ministre du Québec dit, il n'est pas capable de le dire, c'est difficile de dire racisme systémique, malgré que je peux dire que ça existe depuis des années. Et ça m'interpelle beaucoup parce que je le vois dans le système de santé, je le vois dans le système d'éducation, dans le système de justice. Mon grand-père, Nokum, l'oncle à Ghislain, est décédé. Il a été frappé par une voiture d'un blanc qui l'a frappé en état de piété. Il n'y a jamais eu d'accusation. La justice n'est pas juste pour les Premières Nations. Et depuis un mois, on parle beaucoup de Black Lives Matters, mais je pense que Red Lives Matters too. Puis aujourd'hui, nonobstant tout le respect que j'ai pour mes sœurs et mes frères noirs, ça fait 500 ans qu'on subit la colonisation, l'oppression des autorités, et je pense qu'il faut s'affirmer en cette journée, dire qu'on ne tolère plus de perte de vie autochtone, que peu importe la couleur de peau, qu'on soit rouge, blanc, jaune ou noir, que toutes les vies sont égales. En tout cas, je vais finir avec mon statement politique. Red Lives Matters too. Donc, au niveau de la COVID-19, moi, je suis médecin chirurgien à l'hôpital Notre-Dame. On était un centre de réception de COVID depuis le début de la crise. Donc, j'ai été interpellé, j'ai vécu à travers le phénomène du COVID. Et rapidement, à la fin février déjà, je voyais le danger se poindre pour les Premières Nations. Je voyais ce qui se passait en Espagne, surtout en Italie, où plusieurs médecins italiens étaient en connexion avec des collègues du Canada et du Québec. Et on savait que ça s'en venait au Québec et que la crise allait être catastrophique si on ne faisait rien. On voyait le nombre de gens qui venaient aux urgences, aux soins intensifs. Plusieurs personnes on a dû choisir en Italie, en Espagne, entre des gens de 50, 60 ans, 70 ans, lequel qu'on laissait vivre. Donc, c'était quelque chose qui était très inquiétant, d'autant plus que les facteurs de risque qui ressortaient en Italie, on les avait dans les communautés autochtones, c'est-à-dire des facteurs de comorbidité tels que le diabète, l'hypertension, l'obésité qui est omniprésente. Il y a 60% de surpoids d'obésité dans les communautés autochtones à travers le Québec, à travers le Canada. Une autre chose qui m'apparaissait très inquiétant, c'est que nos communautés, on habite en multigénérationnel. Nos maisons sont surpeuplées. Il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des aînés dans les mêmes maisons. Donc, il y avait un risque très grand d'une hécatombe sanitaire. Et comme Justin disait tantôt, on avait l'expérience du H1N1 qui avait frappé durement les Premières Nations
surtout ceux du nord de l'Ontario, du Manitoba, Saskatchewan, où il y a eu vraiment des éclosions significatives, plus importantes que dans le restant du Canada. Donc, basé sur l'expérience antérieure et sur les facteurs de risque, j'entrevoyais quand même une situation catastrophique pour les Premières Nations. J'ai rapidement monté aux barricades pour dire aux gens il y a un danger qui s'en vient puis il faut qu'on se prépare. Je dois féliciter les chefs des Premières Nations, en tout cas de ma communauté, des Nations Inuits, d'avoir rapidement agi. Rapidement, ils ont érigé des barrières, des cordons sanitaires autour de leur communauté, c'est-à-dire d'empêcher les gens de rentrer, ceux qui n'avaient pas de rapport essentiel à la communauté, de rentrer, de sortir des communautés. Ça a vraiment été, je pense, une des choses les plus importantes. Les Atikamekw l'ont fait aussi, puis les autres Premières Nations. Ça a vraiment permis au virus de diminuer, de pouvoir entrer dans nos communautés. Et l'autre chose que les chefs des Premières Nations Inuits ont fait, c'est de développer cette cellule stratégique Inuit. Ils m'ont interpellé, moi, comme médecin Inuit. À mon tour, j'ai interpellé un de mes grands amis pendant plusieurs années, Dr. Kadir, infectiologue, spécialiste de microbiologie, très, très sensible aux Premières Nations, politicien aussi, ex-politicien. Donc, il y avait beaucoup de compétences que je pouvais aller chercher chez lui. Et on a vu aussi l'importance de faire un lien, parce que si on fait une intervention communautaire avec le fédéral et qu'on n'a aucun lien avec le provincial, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Donc, j'ai interpellé la santé publique du Québec. Je connais très bien les directeurs de santé publique. Donc, j'ai interpellé M. Dr. Aubin du Centre public du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui est le chef intérimaire de la Côte-Nord, qui nous a donné un des médecins de santé publique à Côte-Nord pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça a été un travail d'équipe pour donner des conseils. En fait, nous, on était là pour donner des conseils de santé publique aux politiques que les chefs voulaient développer aux différentes actions. Et l'autre beauté de cette cellule stratégique, c'est de pouvoir partager l'information en temps réel. Donc, on se réunissait à tous les jours au début de la crise. Et je pense que ça a permis de pouvoir diminuer le nombre de cas de COVID dans nos communautés. Actuellement, on est en baisse. Le monde est en déconfinement. Cependant, je dois vous aviser qu'il y aura une seconde vague. Ça, c'est indéniable. Tous mes collègues médecins, collègues de santé publique, on le sait que ça va arriver. On le sait on ne sait pas quand ça va arriver. Vraiment à l'automne, habituellement, les secondes vagues, quand on commence à revenir à l'intérieur, c'est là que le virus se propage et le niveau d'atteinte de la deuxième vague va être en fonction du niveau de mesures sanitaires qu'on a encore, qu'on a gardées. Si les gens ne font plus attention, qui ne gardent plus les distances de 2 mètres, qui ne se lavent plus les mains, qui ne portent pas le masque en milieu public, la seconde vague pourrait être terrible. Rappelons-nous, on n'était pas vivants, mais en 1918, la grippe espagnole. Mes grands-parents l'ont connue. Les grands-parents de la plupart des gens qui sont sur la Réunion l'ont connue. Il y a une grande mortalité. Il y a près de la moitié de la population Inuit qui a disparu lors de la crise de la grippe espagnole. Je le sais par le témoignage de mes grands-parents lorsqu'ils étaient vivants pour malades de la crise espagnole. Et dans la grippe espagnole, la deuxième vague a été 2 à 3 fois plus mortelle. Il y a eu une troisième vague qui a été un peu moins. Pourquoi? Lors de la première vague, les gens, moins de connaissances médicales, les gens ont commencé à arrêter de faire attention, de se laver les mains, de commencer à ne plus avoir de distension physique. Et la deuxième vague a été terrible, 2 à 3 fois plus de mortalité. Donc, basé sur l'histoire, basé sur la réalité du COVID, il va falloir faire très attention. Il faut que nos leaders politiques, nos leaders médicaux, nos leaders communautaires continuent à marteler le message. Prenons de l'air actuellement, reprenons des forces, parce que la deuxième vague va venir. Et si on fait attention, la deuxième vague risque d'être une petite vague qui ne fera presque pas de victimes.
mais il faut s'attendre à ça. Donc, il faut garder nos gardes encore pendant les prochains mois. Le développement d'un vaccin ne se fera pas avant 2021. Donc, pour se protéger, le vaccin, c'est l'idéal. Donc, d'ici ce temps-là, il faut garder notre attention, garder nos mesures sanitaires. Comme médecins et comme d'autres médecins qui sont interpellés par la santé publique, on recommande le port de masque en Innu, c'est Udashtamrian, dans les endroits publics ou dans les endroits surtout qui sont clos, où la circulation se fait mal. Je pense à M. Trump qui fait sa convention à Tulsa. J'ai bien hâte de voir les résultats socio-sanitaires de cette convention républicaine. Je pense qu'on pourra peut-être faire un exemple à ne pas suivre, mais lorsqu'on est en milieu intérieur, quand on va à l'épicerie, dans un endroit fermé, porter le masque est un minimum. Quand on est à l'extérieur, mais qu'on est dans un endroit qui a beaucoup de monde, peut-être porter le masque. C'est sûr qu'à l'extérieur, le virus circule beaucoup moins, mais je pense qu'il faut quand même garder une certaine sécurité. Il faut mieux vaut en faire plus que pas assez. Et j'interpelle nos artisans, parce que je pense qu'on a une grande culture. Et je pense que nos masques pourraient peut-être être une façon d'exprimer notre culture, notre identité, notre richesse. Et de dire aux gens, nous faisons attention. Et comme je dis souvent aux gens, si vous n'avez pas peur pour vous, c'est vrai que les gens de 15, 20, 30 ans n'ont pas des complications sévères. Il y en a quelques-unes qui meurent, mais c'est assez rare. Mais si quelqu'un devient un porteur symptomatique ou asymptomatique et qu'il ramène chez lui et qu'il infecte Cocum et Nomotium, mais Cocum et Nomotium va pas mal mourir. Et en mourant, bien, il apporte avec lui des centaines d'années, des milliers d'années de connaissances qui n'auront pas été transmises à l'autre génération. Donc, il faut faire attention. Faites attention à vos frères, à vos sœurs, à vos parents. Faites attention à vos grands-parents. Soyez respectueux. Gardons nos distances. Peut-être que là, actuellement, commençons à sortir, rencontrer des gens, mais il faut faire attention. Et je pense que le message de continuer de se laver les mains, garder nos distances, porter le masque, il faut qu'il soit martelé. Et j'interpelle tous nos leaders qui sont sur la conférence de démontrer cet exemple-là et de promouvoir ce message-là pour que la deuxième vague ne soit qu'une petite vague de rien du tout et qu'on puisse sortir de là grandi et qu'on puisse dire que nous, ensemble, Mamo, avec du Wawititun, on est sorti de cette crise-là grandi. Et pour finir, il faut aussi marteler le message que la vie des gens de peau rouge est aussi importante que n'importe quelle sorte de peau. Donc, Red Lives Matters too. Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant. Stanley, alors pour faire écho à ce que tu disais, alors je porte un masque fabriqué par José Leblanc, une Innu de Uashat Maliotenam. Et d'ailleurs, pour remercier nos invités, on a commandé, vous allez recevoir, mes amis, des masques qu'on a commandés pour vous de José Leblanc, de l'entreprise Atticus, j'espère que je prononce bien, et